Je suis content, Madame, Messieurs. Merci parce que vous nous captez de chez vous. Merci parce que vous êtes en train de suivre cette grande émission Océan. Merci parce que vous nous avez quand même accordé cette chance de poser certaines questions que vous avez envoyées à travers vos petits écrans, à travers vos téléphones. Nous avons reçu vos questions. Nous vous avions promis, il est avec nous, l'expert est là, il va répondre. C'est le professeur Michel Djoumou qui a été reçu la semaine passée dans cette émission Océan. Il a parlé sur la relance économique à travers l'agriculture. Très nombreux à réagir de partout. Je salue d'ailleurs tous nos téléspectateurs. Je salue aussi tous nos internautes qui, par exemple, à Lodja, dans le Sankourou, à Mbujimaï. Nous saluons aussi notre ami Michel de Brazzaville qui a encore écrit quelque chose. Apparemment, nous allons tâcher un jour de nous rencontrer. Nous sommes très contents, Madame, Monsieur. Professeur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce. C'est à moi peut-être de savoir si vous allez bien. Je résiste. En tout cas, il est toujours en forme, il est avec nous. Professeur, avant qu'on attaque les questions de nos téléspectateurs, je vais aussi combiner parce que je vous ai demandé de venir répondre quand même aux questions de nos internautes et nos téléspectateurs. Nous avons reçu au-delà de 30 questions. C'est beaucoup, c'est-à-dire l'émission a été suivie avec intérêt. Dites-nous, où en est-on avec la ferme Kangalonzo, avec M. Matata Pogno? Vous avez parlé de la relance économique à travers l'agriculture. On risque de retomber encore dans cette ancienne histoire de Bukangalonzo. C'est une question de Michel à Brazzaville. Bon, moi je souhaite que lorsque nous parlons des questions de notre pays, que nous le parlions en ayant connaissance que c'est le seul endroit que Dieu nous a placé, donc chez nous. Alors quand certaines personnes travaillent et qu'il y a des problèmes dans leur gestion, ça s'appelle des problèmes de gouvernance, il y a moyen que d'autres personnes qui sont probablement plus outillées conseillent comment améliorer cette gouvernance. Donc le dossier de Bukangalonzo, c'est une première expérience d'un parc industriel au Congo. Probablement ailleurs ça existe. Et chez nous, on a voulu cette expérience pour voir avec les potentialités agricoles que nous avons, si nous pourrions avoir la possibilité de maîtriser ce dossier et de pouvoir multiplier ces expériences dans le pays. Voici l'idée de départ. Mais je crois que ça n'a pas correctement fonctionné. Ça n'a pas correctement fonctionné. Les raisons, les auditeurs les savent, les personnes qui font les enquêtes. Ce n'est pas à moi de dire pourquoi ça n'a pas marché. Je n'ai pas été mêlé de la gestion, mais j'observe que ça n'a pas donné... Vous avez encouragé, selon l'esprit de l'émission passée, vous avez encouragé une relance économique pareille. Oui, c'est ce que je dis, que je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Mais je continue à croire qu'il y a eu un investissement lourd et important qui a été fait. J'ai donc encouragé le ministre de l'Agriculture, que je n'ai pas encore rencontré et j'espère le voir un jour, pour qu'il entre dans le projet. Il trouvera des choses qui n'ont pas marché et des choses qui sont possibles d'améliorer tout de suite. Alors qu'il entre dans ce qui peut être fait pour que nous ayons un résultat. Ce résultat peut être tenu de 40%, de 20% ou même un résultat de 70%. Alors si on attendait 70% de résultats pour la première tranche et que ça n'est pas venu, eh bien, on retravaille pour redéfinir les objectifs, peut-être ajouter des investissements supplémentaires afin d'obtenir quand même un résultat sur ce grand projet. Il ne faut pas qu'on se traumatise en disant ça a été mal enclenché, ça n'a pas donné de résultats et on abandonne. J'étais d'ailleurs dans la mer de l'oubli, ces projets. Nous avions une sidérurgie à Malou. Elle a disparu parce que tout le monde a été frappé par le fait que c'était un gros investissement et que ça n'a pas marché. Personne n'a dit qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que demain ça marche. Moi je suis dans cette logique de dire un gouvernement a agi sur ces investissements, que ces investissements aient profité à l'État ou aux individus. Voyons ce qui est visible. Il y a un parc industriel. J'ouvre une petite parenthèse, je l'ai dit dans l'ancienne émission, qu'à la première visite du ministre de l'Agriculture, là-bas, il a trouvé des intrants qui moisissaient dans les dépôts. C'est qu'il y a eu un problème de gestion. On
On a des intrants qu'on n'a pas su utiliser. Mais alors, j'ai dit, monsieur le ministre, utilisez ces intrants pour donner une première production, et j'espère qu'il est en train de le faire. J'ai basculé immédiatement, j'ai dit, la relance de l'agriculture n'est pas Bukangalonzo. Bukangalonzo, c'est la zone d'industrialisation. Or, nous devons relancer notre agriculture avec nos mains, avec la houe, avec la machette, pour commencer d'abord à trouver à manger, atteindre le niveau de l'autosuffisance alimentaire. Oui. Quel est l'avantage qu'il y a dans l'autosuffisance alimentaire? Si nous commençons à manger ce que nous produisons, nous n'allons pas dépenser les devises pour acheter ce que nous allons manger. Le riz de Bumba sera consommé chez nous et non le riz de Vietnam. Je crois que la première conséquence, c'est que nous allons épargner nos devises pour mettre dans des investissements plus importants. Nous pourrions à ce moment-là acheter ou investir dans d'autres secteurs ou même dans l'amélioration de la chaîne de valeur pour les mêmes produits. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de traumatisme. Celui qui a posé la question, la relance de l'agriculture ne se fera pas avec des projets du type Bukangalonzo. Nous demandons que Bukangalonzo soit repris et relancé, mais il y a 145 territoires dans le pays qui ont besoin chacun des petits projets pour l'agriculture. Ah, vous êtes en train de compléter la dame, je crois, elle nous a posé la question à partir de l'Odia, Madame Ekadou, je ne sais pas si j'ai massacré votre nom, oui. Comprenez-moi, Ekadou, voilà. Oui. Madame Ekadou Bernadette, nous vous répondons aussi à la question, vous avez dit, elle dit, pourquoi seulement penser à des grands projets pendant que le pays est décentralisé et que l'agriculture au niveau local peut booster l'économie de la nation? C'est elle qui a raison et je viens seulement la soutenir. Pour que nous puissions booster l'agriculture, nous n'avons pas besoin de monter d'abord des gros projets. On a besoin d'avoir des micro-projets qui fonctionnent dans chaque territoire. Sur les 145 territoires, si nous avons, sur les 5 ans du mandat de Tshisekedi, si nous avons... Il a déjà consommé 2 et il en reste après 3. Oui, je prends tout un mandat d'un président de la République. C'est malheureux que je parle de lui, mais je parle d'un mandat d'un président de la République. Si vous avez 5 ans et que sur 145 territoires, vous avez 80 territoires qui ont reçu un financement pour l'agriculture, juste 80 territoires, les 80 vont produire. Si nous avons des infrastructures pour faire circuler la production entre nos provinces, le territoire qui n'a pas produit prendra dans l'autre, parce qu'on a une route de dessert agricole, on a une route, j'espère qu'on arrivera à des routes bitumées. Si on a balisé une rivière, quand ça commence à circuler, que nous pouvons consommer ce que nous produisons, c'est sûr que nous allons épargner les devises. Donc madame, vous avez raison. Les gros projets pour ajouter de la valeur à notre production seront montés et ce sera des gros projets comme Bukangalonzo. On pourrait les éparpiller par zone géographique. Par exemple, on ne va pas dire on a 26 provinces et puis on fait 26 projets du type Bukangalonzo. On peut dire Kinshasa a un projet, il peut servir le Bandundu. Et le Kinshasa, c'est un pôle. Vous pouvez faire un pôle au Katanga, un pôle au Kasaï central, un pôle à la province orientale, un pôle. Donc, c'est des projets qu'il faut multiplier pour regarder la zone, les champs d'application, les personnes qui peuvent solliciter. Nous avons une difficulté, madame, c'est qu'entre deux territoires, il n'y a pas de route. Entre deux provinces, il n'y a pas de route, des fois, il n'y a pas de pont. Nos biens et les personnes et les biens circulent très mal dans notre pays. On est plus connectés vers des pays voisins. Donc, en montant des projets agricoles, si nous avons des jeunes gens qui ont terminé, qui doivent chercher du travail, au lieu d'aller chercher, de travailler dans des entreprises qui n'existent plus, c'est de monter un projet pour que je sois éleveur chez nous, que je sois producteur de maïs, que je sois producteur d'arachide, que je puisse cultiver le haricot, ainsi de suite. Dès que vous vous lancez aujourd'hui, je me dis dans une année, pour ne pas dire 6 mois d'abord, mais dans une année, si on fait l'évaluation, on va voir le changement complet de la circulation monétaire, la circulation des richesses dans nos villages, dans nos collectivités, et on peut changer la situation dans les 18 mois qui viennent. Vous trouvez que M. Maoueja Younes de Moujimaï, parce que j'ai une question de Moujimaï, de Kabeya, merci cher internaute, qui dit que M. Maoueja Younes lance sur le marché 33 tonnes de maïs, production locale. Alors, si d'autres gouverneurs
ferons de la sorte, le pays n'aura pas un problème de faim. Bon, ça c'est la maladie des Congolais. On n'est pas les que des hommes. Mon frère Maïja, le gouverneur il est gouverneur du Kassai oriental. Avec les moyens de l'État, il pousse un projet. Où il soutient un opérateur économique qui met 33 tonnes de maïs. Mais c'est une très bonne initiative. Mais ne disons pas pourquoi un autre gouverneur ne le ferait pas. Tous les gouverneurs ne vont pas faire de maïs. Chacun dans son coin connaît quel est le produit qu'il peut intensifier l'investissement là-dedans pour produire pour sa population, mais aussi pour ceux qui en ont besoin. Lorsque nous prenons le maïs qui vient de la France et d'ailleurs, et ne mange pas le maïs. J'étais avec un ami dans un train, on quittait la Suisse pour aller en France et j'ai vu, là on cultive le maïs. Alors je disais à mon frère, là, lui, il est du Kassai. J'ai dit, mais vous au Kassai, là, vous ne cultivez pas le maïs comme ces gens. Mais eux, ils cultivent pour qui? Il est pour vendre. Alors nous aussi, si 33 tonnes ne convient pas pour manger en Bushman, mais tout de suite, l'excédent, nous pouvons envoyer à nos mamies. Tout de suite, l'excédent, nous pouvons envoyer au Sankuru. Je sais que Sankuru, c'est le grenier, il va produire plus. Tout de suite, l'excédent, nous pouvons envoyer à Kanaka. Tu vois un peu? Ça veut dire que moi, j'encourage le gouverneur du Kassai oriental et j'encourage tous les autres gouverneurs que chacun regarde ce qu'il peut donner à la nation par rapport au projet agriculture. Nous avons 80% des terres arables de l'Afrique dans notre pays, papa. Donc, c'est une mine. C'est une mine. Et tout ça, nous n'avons pas retourné la main sur la terre. Nous regardons chez Dieu et puis nous attendons de l'Occident. Changeons d'attitude. Si nous regardons nos terres et que nous travaillons, nous allons nous en sortir. J'y crois fermement. C'est pourquoi je le déclare de ma bouche. Je l'ai dit encore une fois, nous sommes devant un expert, Michel Djoumou, qui est vraiment professeur d'université malgré tout, mais il s'y connaît dans la matière. Professeur, est-ce que l'agriculture est seulement l'apanage des vieux? Mais les vieux, ils ont fait leur temps dans tous les domaines. J'ai l'impression que vous n'avez jamais compris ça. Il ne faut pas compter sur les gens qui sont dans la troisième. Sûrement, vous comptez, il reste combien de temps sur la terre. Il faut regarder les jeunes. C'est pourquoi j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'à partir des 6e, les finalistes, là, ils doivent... Le ministre de la Jeunesse, les jours le 12, les journées de la jeunesse... il a dit qu'on passe pas le service militaire. Je l'encourage. Je ne le connais pas, mais je l'encourage. Tu sais pourquoi? Parce que cette période-là, nous allons apprendre le civisme. Nous allons apprendre d'être Congolais. Nous allons aimer notre pays et être prêts à se sacrifier pour lui. C'est ça que les Américains ont fait. C'est ça que les Israéliens ont fait. C'est ça que les générations anciennes ont fait. Quand on a négocié l'indépendance, vous êtes interrogé Lumumba et Console avec quel âge? S'il vous plaît. C'était des jeunes, n'est-ce pas? Lorsque Kabila laisse le pouvoir, il laisse à quel âge? Je crois qu'à Kinshasa, les gens n'aiment pas beaucoup qu'on parle de Kabila, on va dire que vous êtes proche de lui. Il a fini son mandat à quel âge? À 45 ans. Prenez l'exemple. C'est à cet âge-là qu'on fait des choses, n'est-ce pas? Vous pouvez donner un signal fort pour les générations qui viennent. Entre 45 ans et 57 ans, tu peux faire beaucoup de choses. Donc les jeunes doivent regarder, après avoir pris le diplôme, dire je vais à Kasangulu et je commence ma ferme. Je vais à Kikwit, je commence ma ferme. Et je reviens ici, 6 mois après, je reviens 12 mois après. Je disais à un enfant qui est venu me voir à l'époque parce qu'il voulait partir en Europe. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas aller faire? Il dit, non, ici ça va très mal. Et il y a un monsieur qui m'a demandé 4 000 $, il peut me faire sortir. J'ai dit, prends 4 000 $, entre dans les ballons. Oublie Kinshasa. Pendant le temps que ça te prendra, ramasse l'arachide, ramasse le maïs. 4 000 $. Lorsque tu reviendras vendre cela, dans une année, tu partiras en Europe en touriste. C'est-à-dire, tu vas loger à l'hôtel, tu vas visiter et tu reviendras au Congo parce que ta production t'attend. Et si tu donnes 4 000 $ à quelqu'un qui te donne juste un visa, tu y entres, tu arrives dans ce pays-là. On te refoule. Non, on ne te refoule pas. Tu entres dans la maison et tu restes dans la maison pendant 2 ans, 3 ans pour attendre les papiers. Lorsque tu auras les papiers, personne ne saura là où tu es parce que tu n'écris même plus de lettres à la famille parce que tu es complètement dépaysé. Et lorsque tu sors, chaque jour, tu sens que tu es dans un pays étranger. Tu as 4 000 $ et tu vas jeter pour un visa. Entre dans le bas de nous. Le monsieur est parti, on ne s'est pas vu pendant longtemps. Et puis un jour, il m'a suivi à l'ISC pour me dire merci beaucoup. Vraiment. Je suis marié
J'ai acheté une maison à Mongafula, je viens d'acheter un camion, je suis devenu patron. J'ai dit, maintenant tu viens, on va faire la démarche pour que tu es en Europe. Il dit, pas maintenant. Donc, les jeunes ont tout à main, mais le modèle sur lequel nous, on a été formés, on nous a formés sur un modèle qui ne sert pas le pays. De regarder à l'extérieur, regardez tous les programmes de l'enseignement. On parle très peu d'équipements Vipta, de Lumumba, de Mobutu, tout ça. D'ailleurs, si tu parles de Mobutu, on va te dire, mais toi, comment tu peux parler des dictateurs? Personne ne peut identifier dans ce que Mobutu a fait des choses que les jeunes peuvent copier. Si nous avons un sentiment national fort aujourd'hui, ce sont ces Lumumba là et les Mobutu qui nous ont transmis ça, ce qui a fait que la pression pour faire éclater le pays a échoué. Je demande aux jeunes d'aimer le pays. J'encourage le ministre, je ne le connais pas, mais j'encourage le ministre à pousser pour que véritablement qu'on commence par le service national. Parce que tu as parlé de service civique. Lorsque Kabila père arrive, il fait cette histoire de service national. Est-ce que tu sais imaginer quel potentiel on avait à ce moment-là? Aujourd'hui, on ne finance pas le service national. Moi, j'ai dit au ministre de l'Agriculture qui travaille en synergie avec le service de la présidence, parce que là, c'est la réserve stratégique de la République. Ouais. Donc, les jeunes, ne nous regardez pas comme étant une solution. Nous sommes les hommes et les femmes du passé. On est en train de passer. C'est à vous de prendre le destin en main pour dire, hey, ils nous ont mis dans une économie totalement extravertie. À notre temps, il faut une valeur ajoutée. C'est comme ça que vous allez négocier avec les opérateurs économiques qui viennent. Les Allemands arrivent, les Hollandais arrivent, et vous dites, pour nous, nous ne pouvons pas cautionner des contrats sur lesquels le pays ne gagne qu'autant, comme nos aînés. Nous voulons inverser. Et vous aurez des débats, ça ne sera pas facile, mais vous allez changer votre temps et vous allez changer le pays pour votre génération. Professeur, excuse, je me décharge sur d'autres questions qu'ils n'ont pas posées. Le débat est riche, c'est pourquoi je c'est tellement important parce que ça profite aussi, c'est très bénéfique pour tout le monde. Professeur, le chef de l'État va annoncer un fonds, il dit qu'il va créer un fonds pour l'entrepreneuriat de la jeunesse, booster l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Il y a maintenant une année depuis qu'il a dit cela, et que son mandat est en train d'arriver vers la fin. Nous devions seulement attendre ces fonds où les jeunes peuvent être eux-mêmes créateurs d'emplois au lieu d'être commandeurs d'emplois. Il y a une stratégie pour ça? Lorsque le président de la République a dit je vais pousser le gouvernement à créer un fonds pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes, c'est une idée juste. Deuxième élément, c'est une vision. Alors si tout de suite on voit l'échec, c'est qu'on ne va pas avancer. Il y a un ministre de petites et moyennes entreprises, il y a un ministre du plan. C'est eux qui récupèrent cette idée pour voir est-ce que c'est à l'économie, est-ce que c'est au plan, ou est-ce que nous allons créer cet incubateur qui peut recevoir des petits projets de jeunes. J'ai suivi un ministre qui était en train de parler, ils ont eu 100 millions de dollars pour soutenir des petits projets. Ce n'est pas peu. Si vous faites de manioc et que votre manioc, vous dites je ne vais pas le maintenir à l'état que mes ancêtres me l'ont légué, moi je vais faire des chips avec. Vous faites un projet comme ça, vous allez dire ils vont financer. Donc les gens ils vont créer les fonds d'entrepreneuriat, mais ne regardent pas ce qui est en train de se faire déjà. Ça se fait déjà dans le pays. Je crois que c'est la BAD qui a donné 100 millions. Le chef de l'État a annoncé une idée, mais lorsqu'il annonce, il y a des gens qui récupèrent pour rendre ça palpable. Alors ne soyons pas tous des politiques, parce que les politiques ne voient que ce qui ne marche pas ou ce qui est en retard pour critiquer. Nous devons regarder, et tu as compris ma démarche, c'est de regarder dans ce qui est dit, dans cette vision, qu'est-ce que nous pouvons prendre tout de suite. Et je te dis, je ne suis pas au gouvernement, mais j'ai suivi dans une radio qui a déjà 100 millions de dollars pour les jeunes. Il faut suivre maintenant, est-ce que ça fonctionne au plan? Est-ce que c'est au ministère de petites et moyennes entreprises? Est-ce que dès que vous allez identifier, vous le faites? Dommage, dans notre pays aussi parle de question de mauvaise gouvernance. Si on a 100 millions et que 30 millions est utilisé dans les études, ça veut dire que le projet est parti pour mourir. Nous avons des petites associations qu'on appelle petites et moyennes, Copemeco, tout ça. Monter un projet, adhérer
Donnez les 1000 francs de cotisation qu'on demande dans ces associations pour être membre. Vous serez éligible demain. Parce que vous n'avez pas besoin de regarder les gens qui sont en train de passer. Regardez où est-ce que le pays est en train de se reconstruire. Et je pense que des réunions sont en train de se tenir, probablement chez le ministre de Petites et Moyennes Entreprises ou au plan, sur lesquels on est en train de chercher à un projet, c'est 100 millions. Alors vous regardez la déclaration qu'il a faite et vous ne savez pas que ça commence déjà à se réaliser. Parce que vous voulez qu'on crée un fonds dans lequel vous dites, bon, je vous ai donné l'argent, j'ai nommé Chilombo là-bas, j'ai nommé tel là-bas, et ainsi de suite. C'est pas ça. Il y a des mécanismes dans le pays qui fonctionnent déjà et qui entrent dans cet élément-là. Lorsqu'il a dit la gratuité de l'enseignement n'avait rien, lui-même ne savait même pas quand est-ce que ça va démarrer. Hein. Mais il a dit, c'est le chef de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, la gratuité est en train de prendre de l'allure. Donc il faut véritablement avoir une génération qui puisse saisir positivement les énergies qui circulent, les idées qui circulent pour transformer vos vies d'abord dans l'environnement immédiat où vous êtes, et ensuite, quand il y a une synergie qui s'étale, on peut donc changer la vie de plusieurs. Donc vous êtes en train d'appeler à l'éveil de la conscience de la jeunesse. Oui, toujours, sinon je ne passerai pas tout mon temps à aller enseigner même quand je ne suis pas payé. C'est dire le minimum que nous avons, même parce que bon, à l'université vous avez dans un auditoire 600 étudiants, c'est pas tout le monde qui est venu étudier. Parce que nos enfants ont l'habitude d'aller à l'université, faire tout sauf les cours. C'est mon constat. Hein? Donc ils font tout autre chose sauf le cours. Mais ceux qui partent pour le cours, on met quelque chose là-dedans et veillez leur conscience pour dire mais c'est le seul pays que Dieu nous a donné. C'est bon d'envier ceux qui sont là. Moi, Dieu m'a fait grâce à travers le travail du syndicat. Je me suis promené dans le monde entier. Alors je me dis, j'ai tous mes enfants ici. Hein? J'ai tous mes enfants ici. J'ai un peu de problème avec eux parce qu'eux aussi, ils ont l'ambition d'aller vivre ailleurs. Je leur dis, allez vivre ailleurs pour faire quoi? Pour étudier, oui. Mais pour faire quoi? Si vous avez déjà votre diplôme, essayez de regarder ce que vous pouvez faire dans votre pays. Et demain, vous allez voyager comme moi. Moi, je voyage juste pour 30 jours, 20 jours, 10 jours, 5 jours, et puis je reviens ici. Et je suis à Kinshasa. Il y a une question, ne vous fâchez pas, professeur, parce que nous sommes, vous savez, la fois passée, on vous avait présenté comme étant président d'un parti politique. Pourquoi je dois vous parler tout le temps de mon parti politique alors que je suis au Conseil économique? Bon, allons-y. Comprenez qu'il y a une question qui revient. Une question de quelqu'un. Professeur parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il a fait pour sa base et chez lui depuis qu'il est à la tête de ce parti? Parce que lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que le président d'un parti politique n'a pas la charge de faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a détruit tout. Expliquez-nous alors. Un député, pour ceux qui sont élus, moi je ne suis même pas élu. Mais si un député est élu, on lui dit, mais depuis qu'il est élu, il n'a pas construit un pont. Ce n'est pas son travail. Vraiment. Le problème, c'est d'éduquer ceux-là qui sont dans ma base, qu'ils sachent que mon travail, c'est de donner une vision et faire un encadrement à une jeunesse qui se bat à travers des idées pour pouvoir transformer leur vie. Vraiment. Qu'est-ce que Lumumba a fait pour le Congo? Rien. Il a dit seulement il nous faut une liberté. Et il est mort pour nous donner la liberté. Si tu pars dans son village, il n'y a rien. Il faut que quelqu'un utilise la liberté que nous avons conquise de Belges pour transformer le village de Lumumba. Donc c'est lui qui a posé la question, j'espère qu'il va suivre ma réponse. Je ne fais rien parce que l'État ne m'a pas encore donné les attributs pour agir. Les attributs que vous voyez dans la République, ministre, député, sénateur, mandataire public, c'est l'État qui donne aux individus. Et dès que tu as cet attribut, tu agis avec cet attribut pour transformer la vie des Congolais qui sont proches de toi et qui sont loin. Alors pour l'instant, je suis disponible. J'espère qu'un jour, on me donnera les attributs. Et quand j'en ai, je transformerai d'abord son village à lui. Et à commencer par le mien, je peux produire du courant chez nous, mais je ne peux pas le produire avec le salaire d'enseignant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a l'attribut de l'État pour aller installer des machines pour produire le courant. C'est dans mon village. Vous pouvez étudier, comment on appelle ça, le panneau solaire. Mais vous pouvez avoir du courant énorme chez nous parce que nous avons le soleil presque toute l'année. Mais tout ça, ce que je fais, c'est de dire, et je le dis aux jeunes, et j'ai créé le cadre pour qu'ils aient la liberté d'étudier ces questions pour transformer leur vie. C'est mon rôle actuel. Mais je suis prêt pour la République.
Le jour où on me donnera des attributs, je vais transformer tout ce pays. Très bien. C'est une question qui fâchait, mais elle a été répondue. Ça ne me fâche pas, moi. Même moi, quand je l'ai lu, je dis, mais il doit être quelqu'un. Bon, cher ami, vous avez eu votre réponse. Professeur, je dois quitter un peu le débat. Vous êtes quand même un acteur politique, oui. de renom, reconnu de la société. Comment vous analysez les agitations ces derniers temps dans notre pays, entre autres les insultes, les injures qui deviennent totalement l'éducation, surtout dans le jeune gens, ça pose problème. Comment vous analysez cela? Sortons un peu du cadre de l'émission, même pour quelques minutes. Moi, ça ne me surprend pas. La meilleure destruction que l'on peut faire d'un pays, c'est de détruire l'éducation. Et c'est l'éducation qui a été détruite. Je vous disais tout à l'heure, je parle de l'université, mais je parle de l'école tout court. Nos enfants qu'on dépose en voiture dans les écoles, moi j'allais à l'école primaire à 5 km à pied. Aller-retour, donc je fais 10 km pour être la première année. Et un petit sachet où papa avait acheté une chemise à l'époque, c'est là qu'on met un cahier pour protéger. Le reste, ce magasin qu'on l'appelait la nourriture d'hier soir, on emballe pour quand tu arrives à la rivière, tu laves la figure et puis tu prends un peu pour tenir. Voilà. On faisait Les fruits sont là aujourd'hui. 2 tours, l'avant et l'après-midi. À midi, les enfants des enseignants et des commerçants allaient manger. Nous, on montait dans les arbres pour prendre des mangues, pour attendre le tour d'après-midi. Dans cette souffrance, quelque chose était sorti, on est venu ici à l'université. Et puis finalement, aujourd'hui, on est enseignant, c'est mon choix. Il y a des gens qui ont terminé, qui sont devenus des millionnaires. Moi, je n'ai pas choisi d'être un homme riche. J'ai choisi d'être enseignant. J'ai choisi d'être politique. Vous l'êtes. On ne devient pas riche en étant enseignant. On ne devient pas riche en étant politicien. Si vous êtes enseignant, vous êtes riche, ça veut dire que vous êtes un mafiateur. Si vous êtes politicien, vous êtes riche, ça veut dire que vous êtes corrompu dans la société. Vous avez un capital humain tellement riche qui dépasse même cette richesse matérielle. Merci pour la richesse immatérielle. Le Conseil économique travaille là-dedans sur la richesse immatérielle de notre pays. Merci beaucoup d'avoir dit ça. Alors, maintenant, il y a un problème. Un grand problème. Lorsqu'on a détruit l'éducation, et vous prenez ces gens que nous n'avons pas assez encadrés sur le plan éducatif, et vous les mettez au devant de la scène. Ils amènent quoi? Entre guillemets, toute la médiocrité. C'est comme ça que vous le voyez en public. Parce que les gens que nous avons poussés, et même ceux qu'on a donné les attributs de l'État, n'ont pas été préparés pour prendre les attributs de l'État. Aujourd'hui, dans la cité, tout le monde est devenu politicien. Tu entres dans un salon de coiffure, tout le monde parle de la Constitution. Est-ce que tout le monde devient constitutionnaliste dans ce pays? Quand vous entrez dans un bus, tout le monde parle des accords cachés et FCC. Qui a vu cet accord? Les personnes qui ont décidé de nous donner ce que nous avons aujourd'hui sont des politiques. Est-ce que nous tous nous sommes devenus des politiciens de ce niveau-là pour pouvoir y mettre des points de vue? Bref, je suis malheureux qu'on ne puisse pas faire un effort pour que chacun fasse uniquement son travail. Que l'agriculteur s'occupe de l'agriculture, que l'enseignant s'occupe de l'enseignement, que les politiques cherchent des solutions politiques et que les opérateurs économiques soient libres de créer des richesses pour le pays, payer l'impôt pour que la société fonctionne en harmonie. Et dans cette harmonie, que les militaires nous sécurisent, que la police nous sécurise. Mais si maintenant tout le monde se met de la politique, on ne s'en sortira pas. Je sais que vous voulez parler de la jeune dame qui a eu des écarts de langage. Pas seulement celle-là, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. J'apprécie qu'elle ait présenté des excuses. Sûrement son père lui a dit, comment tu fais des choses comme ça? Il faut t'excuser. Mort dans l'âme, elle demande des excuses. Mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'on a donné des attributs, on a donné la parole à ceux qui ne devraient pas, via ajouter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont donné la parole à ceux qui ne parlaient que dans les bars et personne ne les occupait. Aujourd'hui, il prend son téléphone, il émet un point de vue et ça circule dans le monde. C'est véritablement une situation difficile que l'on ne peut gérer que par la réforme de l'éducation. Nous avons la qualité de l'enseignement qui a baissé. Si on commence à réformer à partir de la maternelle, nous aurons une génération qui ne fera pas les choses que nous voyons aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Ceux qui crient là-bas, demain on leur donne les attributs de l'État, ils partent tels qu'ils sont ministres, tels qu'ils sont députés, tels qu'ils sont mandataires publics. Vous ne changerez plus rien parce qu'ils ont été
formatés ce que je peux appeler d'une mauvaise manière. Non, mais ils ont raté la bonne formation, la bonne éducation. En anglais, ça se dit mieux parce que quand quelqu'un des États-Unis te dit qu'il n'est pas éduqué, ça veut dire non seulement il n'est pas instruit, mais il n'a pas pris l'éducation de base. Et c'est extrêmement grave. J'ai pris Dieu. Tu sais qu'il a dit qu'il a donné ce pays à l'Éternel. C'est le seul président qui a fait ce geste symbolique et fort. C'est pourquoi Dieu le protège. Parce qu'il a dit ça, que ceux qui le comprennent demandent à Dieu de nous donner des hommes et des femmes qui soient dignes de servir le pays. On ne peut pas monter tout simplement parce qu'on est voisin de quelqu'un qui nous connaît. Non, on ne peut pas monter tout simplement parce que je suis dans le parti politique qui a le pouvoir. Non, le parti politique peut sortir de son enceinte pour chercher une compétence ailleurs, pourvu que l'État soit servi correctement. Dommage pour ce qui se passe en politique. Si je peux terminer par là, c'est de dire il faut pardonner ceux qui ne comprennent pas. Mais faire attention pour que demain, qu'on ne positionne pas les gens qui ne comprennent pas. Qu'on positionne les gens qui comprennent. Deuxième élément, que le président Tshisekedi, le président Kabila, qui nous ont donné un signal fort. Quand ces jours-là, il faisait la remise et reprise, dans le cœur de beaucoup de Congolais, je ne sais pas de mon cœur à moi et de mes enfants, nous étions heureux de se dire on n'aura pas de balles dans ce pays. Enfin, nous avons vu un président entrant et un président sortant. Que ça ne reste pas comme un rêve. Que chacun travaille pour dire, pour les générations futures, voici les schémas de la consolidation de la démocratie et de la liberté sur lesquels nous devons investir pour notre stabilité et pour la grandeur du Congo demain. C'est par là que je peux terminer, si tu le permets, parce que je pense que véritablement c'est une honte de mettre au devant de la scène des gens qui ne conviennent pas représenter le pays. Dommage. Ce n'est pas moi, c'est sorti de la bouche d'un expert. Professeur Michel Diomou, merci. Je crois que nos téléspectateurs nous ont suivis, nos internautes aussi nous ont suivis. Madame, Messieurs, ce n'est pas aussi la dernière fois qu'on les reçoit. Nous allons nous retrouver vers la fin du mois d'août parce qu'il lance une formation pour les jeunes et surtout les jeunes de son parti. Et nous allons le recevoir encore une fois dans une émission si large pour nous expliquer pourquoi cette formation et les concernés seront tellement édifié. Nous allons le retrouver très prochainement. Moi, c'est Théodore Loumou. Comme il m'appelait Monsieur Océan, derrière cette caméra, je vois la main de Augustin Kapouya. Et je vois que vous étiez si nombreux en train de nous écrire. Merci beaucoup. Merci. Et ne cessez pas de nous écrire. Même en coulisses, on peut vous répondre. Nous allons terminer cette émission par là. Merci à toutes nos chaînes partenaires, Show TV, Kinactu, ainsi que Télé 50 Télévision, ainsi que notre chaîne YouTube composée seulement, Symposium TV. Et si vous êtes sur YouTube, vous êtes en direct avec nous. Madame, Monsieur, nous nous retrouvons très prochainement. Ciao. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup.